Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman, femme et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite te permettre de rayonner dans ta carrière ou ton business, de rayonner dans ta famille, de rayonner dans ta sexualité et finalement de rayonner dans toute ta vie. Si tu as des questions, des envies ou des recommandations, rejoins-moi sur mon compte Instagram Christine Levicki pour échanger. Dans quelques instants, tu vas pouvoir accéder à cette conversation passionnante que j'ai pu avoir avec mon invité. Mais avant de commencer, je voudrais t'annoncer que les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine session de mon programme La Voix d'Athéna. La Voix d'Athéna, c'est un accompagnement en 12 modules pour te retrouver et te remettre au centre de ta vie. Pour faire la paix avec ton corps et découvrir pourquoi il est urgent que tu apprennes à honorer tes envies. Pour faire la paix avec ton sexe et découvrir les trésors de la sexualité. Et surtout, et enfin, pour activer tes super pouvoirs féminins et commencer à vivre ta légende personnelle sans retenue ni délai. La Voix d'Athéna, c'est le programme pour les femmes qui veulent arrêter de se sacrifier et reconnecter avec ce qui les fait vibrer. Je propose ce programme une fois par an. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à aller visiter mon site christinelevicki.com et à réserver ta place. On commence très bientôt. Aujourd'hui, je reçois au micro Ludivine Maître pour nous parler de Pilates et surtout de comment prendre soin de notre corps pour nourrir notre énergie, mais aussi apprendre à nous détendre. Passionnée de sport depuis toujours et de Pilates en particulier depuis plus d'une dizaine d'années, Ludivine donne des cours dans les studios parisiens depuis 2017. Diplômée chez Balance Body, puis en Pilates classique, elle aime régulièrement se former à toutes les disciplines qui font du bien au corps et à l'esprit. Ludivine a écrit plusieurs livres, dont Pilates du matin, faire le plein d'énergie et illuminer sa journée, et aussi Pilates du soir, relâcher la pression et se détendre en profondeur, tous les deux édités chez Jouvence. Et enfin, Mon Challenge, Pilates au top, objectif, équilibre et énergie, édité chez First. Alors, bonjour Ludivine et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Christine et merci de me recevoir. Je suis ravie. Alors, la première question que j'ai envie de te demander, c'est le Pilates, c'est quoi? Alors le Pilate, d'ailleurs on le dit en anglais normalement, enfin avec la prononciation anglaise on va dire, le Pilates, ça vient de Joseph Pilate, si je le redis en français, qui a créé cette méthode il y a une centaine d'années, basée à la fois sur des mouvements de yoga, de renforcement musculaire et évidemment aussi sur des... Alors quand je dis évidemment, c'est pas évident pour tout le monde parce que souvent on pense que le Pilate c'est sur un tapis et ça s'arrête là. Alors qu'il a créé cette méthode dans les années 20 avec des ressorts, donc au départ inspirés de... Si je te fais l'histoire, il était prisonnier sur l'île de Man pendant la Première Guerre mondiale. Il était dans un hôpital et il a aidé les malades à rester en bonne santé et créé cette méthode à partir de ressorts de lits d'hôpitaux. Et c'est devenu le Cadillac. Et puis après, il y a eu d'autres machines. Et à aujourd'hui, cette méthode permet vraiment de retrouver une posture, d'être aligné, d'avoir des muscles profonds qui permettent de tenir bien droit et de te sentir en pleine forme. Et cette méthode, si tu veux, si tout le monde en faisait, je pense qu'on irait beaucoup moins voir un kiné ou un ostéo. Et d'ailleurs, eux se forment beaucoup à cette méthode pour donner de bons conseils à leurs patients. Et alors, est-ce qu'il y a des principes fondamentaux dans cette technique? Bien sûr, le premier principe, évidemment, comme les méthodes, on va dire, les pratiques douces, comme le yoga également, sont la respiration, même si elle est différente que celle du yoga. Elle est très importante, elle est même fondamentale pour guider le mouvement. Donc ça, c'est le premier principe. En Et quoi puis elle est après, différente? Je peux te demander en quoi elle est différente de celle du yoga, la respiration?
Elle est différente dans le sens où elle va être plutôt, thoracique et pas abdominale, à l'inspire en tout cas. Tu vas pas gonfler ton ventre, tu vas plutôt respirer au niveau des poumons, là où sont les poumons en fait, sur les côtes ici, là, puis un peu plus haut. Et à l'expire, on va vraiment chercher à creuser le bas du ventre, à tirer le nombril vers l'arrière et vers le haut, comme une boule de glace. On appelle ça le scoop, puisque les termes sont en anglais. Et c'est le scoop de le belly. Donc vraiment tirer le nombril vers l'arrière et vers le haut. Et engager le powerhouse. Donc c'est des noms comme ça. C'est quand on entend powerhouse, c'est la maison, la centrale électrique, c'est au niveau du nombril, de là où partent tous les mouvements, toute l'énergie. Donc le chakra numéro 3. Hmm. Mais on est toujours dans cette dimension le centre qui contrôle tout. Et le centre fait partie d'un des principes avec le contrôle et la concentration. Et puis après, tu as aussi la fluidité et la précision. Donc Joseph Pilate était allemand, donc la précision, tu vois bien un peu le bonhomme, c'est carré, mais comme c'est précis, en répétant ces mouvements dans un ordre aussi précis, on arrive à transformer un corps et du coup un esprit. Alors, donc, toi, tu étais dans ton passé sportive de haut niveau. Notamment, tu Oui. faisais partie de l'équipe de France de natation synchronisée. Et donc, maintenant, tu es prof de pilates. J'ai envie que tu nous Oui, parles un peu de comment ta relation au sport et à ton corps a changé et a évolué avec les années. alors oui, c'est un grand écart. Quand j'ai commencé la natation synchronisée, donc j'avais 6 ou 7 ans à Aix-en-Provence, il n'y avait pas vraiment de notion de corps à ce moment-là. C'est-à-dire que quand tu es petite comme ça, c'est le jeu, c'est le plaisir. Et puis, ben, on y prend goût. Et puis, on s'entraîne de plus en plus. Et le club d'Aix-en-Provence est devenu un pôle important où on récoltait pas mal de médailles. Et donc, il y a eu comment dire, labellisation de pôle France où tu as les entraîneurs nationaux qui viennent et qui nous entraînent donc plusieurs fois par jour, le midi, le soir, et puis un peu tous les jours. Et puis après, ça passe au week-end. Donc, tu commences à rentrer dans une culture vraiment de compétition et de performance. Donc, on est là pour avoir les meilleurs résultats possibles. Mais avec le recul, je ne changerai rien. Quand j'y pense, vraiment, c'est des copines encore que j'ai depuis cette époque. Et on a partagé vraiment une passion commune pendant ouais, une quinzaine d'années. Et comment dire, le rapport au corps un peu difficile que j'ai eu, ça a commencé à s'installer au niveau enfin, oui, la période de l'adolescence, évidemment, quand on commence à avoir des formes. Et puis, un voyage pour moi qui a changé aussi la donne, c'était un voyage aux États-Unis, où là, après une compétition à Moscou, on n'avait rien mangé. C'était les championnats d'Europe, je me souviens, c'était un carnage. Le petit-déj, on n'avait rien. Moi, je faisais le solo, le duo et l'équipe, donc j'arrêtais pas de m'entraîner. Et je me souviens d'être à moitié tombée dans les pommes après mon solo. Enfin, tu vois, c'était assez violent. Et de partir aux États-Unis dans la foulée, pendant les vacances, je me suis complètement lâchée. Mais alors, puis alors aux États-Unis, hein, tu vois de quoi je parle, en termes ouais, de tout, quoi. La Surtout tentation du quand on arrive au sucre. début, surtout quand on arrive au début aux États-Unis, on a envie d'essayer tous les fast-food, on a envie de tout Ouais, essayer. Enfin, voilà. voilà. Après, on s'en lasse, hein, J'étais je te là-dedans. rassure. Ouais, j'imagine. Et puis voilà, tu vois, le beurre de cacahuète, tous ces trucs, en fait, à l'époque, moi je te parle, c'était en 1994, je m'en souviens bien. Il n'y avait pas encore, il y avait plein de choses qu'on ne trouvait pas en France. Donc, il Mhm. fallait goûter le beurre de cacahuète et tous ces trucs-là. En rentrant, douche froide, mes entraîneurs qui me défoncent. Mais qu'est-ce que tu as fait? J'avais pris 4 kilos. Ce qui en soi, à l'époque, si je me regarde aujourd'hui, que je vois une photo de l'époque, je me dis non, mais ça va. Qu'est-ce que tu as été commencer tes régimes, en fait? Et voilà, et en fait, c'est parti de là. C'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai arrêté la natation synchronisée, ensuite j'ai entraîné le club de Nice pendant mes études, j'étais à l'EDEC, en école de commerce. J'ai entraîné le club là-bas avec une de mes amies et c'était génial, mais j'avais pris, entre le moment où je t'ai dit les 4 petits kilos et le moment où j'ai entraîné, j'étais passée à 76 kilos. Enfin, j'avais explosé, mais explosé. Et Et donc, c'était un mal-être. quel message t'as reçu? Est-ce que tu peux me parler un peu de ce moment où tu es rentré, tes entraîneurs ont commencé tout d'un coup, c'est devenu un sujet en fait.
C'est devenu un sujet et en plus, il faut savoir qu'à l'époque, on commençait, et puis de toute façon c'est toujours le cas, hein, je vois, il y a encore beaucoup de problèmes de troubles alimentaires dans le sport de haut niveau, et en tout cas dans les sports où on est en représentation, tu vois, avec des maillots de bain, avec que ce soit le patinage artistique. Enfin, moi je parle de ce que je connais, et c'est la natation synchro, c'est très difficile. On met en avant des corps comme les Russes, les Chinoises, des corps très athlétiques, très longilignes, et forcément, moi, mon corps... c'était plutôt musclé. Bah, de toute façon, toi, tu iras sous les portées parce que dessus, tu es trop lourde. Et donc, alors que je n'avais pas du tout conscience de ça, bah, j'ai commencé à regarder mes cuisses bizarrement, différemment. Et aujourd'hui, ça l'est encore un sujet. C'est-à-dire que ce n'est pas complètement passé. Je mentirais si je disais que je me sens complètement sûre. Non, je suis toujours en chemin. Tu vois, par rapport à ce que tu demandais d'évolution. Mhm. Ensuite, il y a eu, je te passe je suis arrivée sur Paris, au départ que pour 2 ans, et puis finalement, tu vois, ça fait 20 ans que j'y suis. Il y a eu un Mhm. petit, voilà, Ah, j'ai fait un grand pareil avec les écart. États-Unis. J'ai dit c'est pour 2 ans. Voilà. Et tu vois, je suis rentrée dans une culture, ouais, je suis arrivée pour faire du body attack, du body combat, toutes ces disciplines dans les clubs de sport à Paris qui étaient proches de mon bureau, où la notion, c'était pas le plaisir, là non plus, c'était encore la performance et le culte du corps, où il fallait être sèche et voilà. Et j'étais en lutte, vraiment. Il fallait que mon corps paye et qu'il brûle. Et ce disque, tu vois, ce langage, je m'en suis rendu compte qu'il n'y a pas si longtemps, en fait, que je me faisais du mal. Je pensais me faire du bien. Et puis en plus, je me souviens aussi qu'on n'arrêtait pas de dire, et encore aujourd'hui, je l'entends, tu sais, no pain, no gain, ou de toute façon, si tu dois courir, c'est pas moins de 45 minutes parce qu'en dessous, ça ne sert à rien, tu ne brûleras rien. Bah ouais, mais si Voilà. j'ai que 20 minutes, pourquoi pas courir, tu vois? Bah ouais, bah alors, toutes ces choses-là, pouf, carnage. Et puis, il y a un changement professionnel, une petite crise début de la trentaine. Je deviens franchisée de Amorino, donc c'est une enseigne de glace italienne. On est, je sais pas, la 10e boutique. Aujourd'hui, il y en a 300, mais tu vois, au début, c'est pas nombreux et j'adore. Mais je me retrouve à porter des charges, des gros bacs dans la chambre froide et ces allers-retours 2 fois par semaine, tu vois, des livraisons qui font entre 700 kilos et 1 tonne où à un moment, le dos, bah, il tient plus, quoi. Et l'ostéopathe me conseille d'aller faire du pilates. Tu vois, j'en avais déjà entendu parler, mais j'en avais jamais fait. Et c'était Kelly dans le Marais, un Américain que j'adorais, qui a une voix, c'était très jazzy, c'était très mélodieux, puis cet accent, et puis l'impression d'être bercée, l'impression que je pouvais même fermer les yeux et que j'étais comme en lévitation. Alors que j'étais sur un rouleau avec un ballon ou sur une machine, à chaque fois on changeait. Mais j'ai retrouvé beaucoup de douceur à ce moment. Mais quand même, tu sais, quand les schémas sont là dans ta tête et que tu as un regard qui est pas bon sur ton corps, c'est quand même pas juste quelques séances qui vont te transformer. Là a commencé un moment où il a fallu aussi. Bah d'ailleurs, j'ai eu mes enfants au milieu, donc laisse tomber en termes de contrôle du corps. Là, tu ne contrôles plus rien. Au contraire, là, j'avais commencé à lâcher les vannes. Et lâcher les vannes, ça veut dire prendre 30 kilos pour Mathilde et puis 25 pour Raphaël. Donc c'est quand même énorme. J'ai pas fait de diabète, je sais pas comment, mais en tout cas j'ai été dans un truc de toute façon c'est le moment, foutu pour foutu, on y va à fond. Et là le pilote ensuite m'a aidé à nouveau à me remettre dans mon corps correctement. Et puis j'ai commencé des formations en yoga Kundalini, et puis en méditation de pleine conscience. Il y avait ce besoin de se reconnecter à son corps d'une autre façon, moins dans justement le no pain, no gain, et puis la conception de une calorie qui rentre, ça doit être une calorie qui sort. Tu vois, j'étais vraiment obsédée. Et aujourd'hui, j'en parle encore beaucoup. Je me rends compte que on n'est jamais arrivé, tu vois. C'est toujours, c'est pas un combat aujourd'hui. C'est plus de douceur, plus d'amour grâce à différentes lectures, puis l'âge aussi, l'expérience. Mais si tu fais pas attention, tu peux très vite retomber dans tes vieux démons. Comme s'il y avait quelqu'un qui rôdait autour de moi, de ma maison, là, et qui attendait le moindre truc pour rentrer et cambrioler et me mettre pas bien. Tu vois, cette image de... Je suis toujours un peu en garde parce que quand même, ça a duré 20 ans, cette histoire. Donc, je me méfie et j'essaye de pas transmettre
cette peur du corps où je pourrais lâcher le contrôle, voilà, ben, ne pas le transmettre à mes enfants parce que c'est ça un peu le sujet aussi. Mmh mh. Mmh. Je suis curieuse de savoir, comment cette évolution dans ta manière d'envisager le sport, heu, est-ce que tu as aussi vu un changement dans ta manière d'envisager la nourriture? Tu disais que quand tu es revenue des États-Unis, tu as commencé à faire des régimes et donc là, il y a Oui, eu tout ce discours. Donc j'ai aussi envie que tu nous parles de ça, de ce parcours autour des régimes et autour de l'alimentation. Parce que je trouve que quand on parle du corps, c'est vraiment ça, c'est ce qu'on mange et puis c'est comment on bouge et donc comment bien ça sûr. aussi ça a évolué? Bah, écoute, ça a évolué, énormément. Au départ, on peut pas dire que, j'étais, vraiment à l'affût, si tu veux, de tous les derniers régimes. Donc, j'ai essayé les régimes, protéinés, les régimes, 1 fruit, par jour ou les monodiètes, les jeûnes. Tu sais très bien que les jeûnes, ça fait pas maigrir, mais bon, comme tout le monde te parle du jeûne intermittent, bah, tu y vas et si tu fais ça pour maigrir, tu sais que c'est la cata derrière parce qu'en fait, tu crées des compulsions, tu crées des comportements, des troubles complètement, abominables. Et au fil du temps, au fil de ces régimes, alors le pire, je crois que j'ai essayé, parce qu'une copine, du copine, tu sais, le bouche à oreille, c'était tu dois boire pendant une semaine du sirop de je sais plus quoi avec du citron dedans. C'était du sirop de canadien, je sais plus ce qu'il y avait dedans. Et c'est clair que tu fonds, mais le problème, c'est que j'avais pas conscience qu'en faisant ça, je perdais essentiellement du muscle et pas de la masse grasse, parce que moi, ce qui comptait, c'était un chiffre sur la balance, en fait. C'était pas tellement comment je me sentais, c'était cette notion de chiffre. Il fallait que je revienne absolument à, je sais plus, c'était 58, en dessous de 60. Parce que passer la barre des 60, j'étais minable, puisque je m'identifiais à mon corps et à un chiffre sur la balance. Tu vois, Mmh. je voyais pas tout ce que le corps faisait pour moi, parce que avec tous ces régimes, j'ai dû perdre dans ma vie 500 kilos à force, tu vois, si Mmh. j'accumule tout ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, tu vois, tu parlais tout à l'heure de envers quoi tu as de la gratitude. Je pense que vraiment, je peux dire merci à mon corps aujourd'hui d'avoir subi et rien dit. Parce que ensuite, s'en est suivi donc une grosse prise de poids à force de faire des régimes, parce que la vérité, c'est qu'il n'y en a aucun qui a fonctionné, mais aucun. Et Donc ça, pourtant, c'est vraiment quelque chose qu'on dit de plus en plus aujourd'hui, hein, que, les régimes font oui, prendre du poids, en fait. On en perd, bah mais on oui, gagne plus parce que ce qu'on a mais perdu et bien ça, c'est sûr, important de le dire et de le redire. Les régimes et font c'est prendre du poids. essentiel. Bien sûr, parce que qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire qu'on catégorise des aliments bons et des aliments pas bons. Il y a des aliments qui font grossir et ceux qui font pas grossir. Et en fait, ça, c'est complètement faux. Combien de temps, moi, je croyais qu'il fallait manger que du poisson et des haricots verts pour être mince. Bah, du coup, tu es en restriction cognitive, c'est ça hein, ce qu'on dit. Et à partir de ce moment-là, tout est biaisé. C'est-à-dire que dès que tu t'autorises un petit craquage, et même encore, on entend aujourd'hui des gens qui sont très suivis en plus et qui parlent de cheat meal, les fameux repas où tu pourrais tricher. Mais tricher de quoi? Mais qu'est-ce qu'on De quoi? raconte là aux gens? Enfin, si tu as pas, moi, ce qui a changé énormément et qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive vraiment à prendre du plaisir, c'est justement se dire, OK, déjà quand je m'assois, et ça c'est beaucoup le yoga et la pratique de choses toutes simples, mais quand tu t'assois, un peu, tu sais, genre, je frotte les mains ou je me pose un peu et je me dis déjà merci, quoi. C'est bête, hein, peut-être, hein, Mmh. mais merci pour ce repas et je le dis dans ma tête, hein, parce que sinon on va me prendre pour une folle. Mais et puis d'essayer d'avoir un peu. Je crois personnellement qu'on devrait réapprendre à bénir les repas et à bénir Ouais, ceux qui les ont préparés, à bénir la terre qui nous a donné, exactement. à bénir les animaux C'est qui peut-être sont exactement morts pour ça. nous nourrir. Et je crois Je vraiment suis qu'on exactement devrait là-dedans. réintroduire, Oui. je ne sais pas pourquoi on pense qu'on va passer pour des folles, en fait, c'est des choses fondamentales de Oui, réapprendre à mais tu dire sais, j'ai merci. encore la peur du regard, de l'autre, je Oui, crois. Des fois, mais j'aimerais bien moi aussi, aussi, non. hein, je Ouais. t'inquiète pas, tout le monde, moi aussi, mais je crois vraiment qu'on devrait réapprendre à bénir le repas, surtout avec la crise environnementale dans laquelle on est. On doit apprendre à Oui. remercier la terre, on doit apprendre à remercier les animaux, qui nous nourrissent Et et puis remercier et ceux puis qui ont les gens préparé les derrière, repas. mais voilà. Et puis ces agriculteurs, tu vois, j'essaye toujours de manger, sainement parce qu'on a la chance, en France, et c'est pas le cas forcément, aux États-Unis, tu le sais, parce que c'est toujours là, j'ai regardé un documentaire qui m'a vraiment brisé le cœur, mais je le sais, enfin, tu vois, sur Arte autour du ce monde obèse où, et aux États-Unis surtout, mais de plus en plus dans le monde entier,
à boire des sodas toute la journée, à manger des fast-foods tout le temps, parce que malheureusement, dans leur quartier, ils n'ont pas accès à des produits sains. Ou alors, s'ils y ont accès, c'est très cher. Et tu vois, de se dire que nous, on a de la chance de pouvoir manger sans être dans le bio, mais en tout cas local, de saison, de cuisiner un peu. Moi, je ne sais pas cuisiner, je suis nulle, mais j'essaye quand même au maximum de limiter les produits industriels et d'avoir cette reconnaissance et surtout apprendre à mâcher, ça aussi. Réapprendre à mastiquer parce que pendant très longtemps, moi, j'ai fait que gober, je mangeais très vite. Je dis pas qu'aujourd'hui, je suis la star, des 22 ou 30 ou je sais plus combien on recommande, mais ça aussi, je voudrais pas tomber dans des injonctions non Mmh. plus, tu vois? Mais réapprendre à mastiquer et voilà. Et puis je crois que c'est avant tout manger des aliments qui te font, plaisir parce que s'il y a pas le plaisir, tu crées une frustration et si tu crées une frustration, il y a forcément des craquages, derrière. Ça a pris Mmh. du temps à le comprendre parce que tu vois, manger, des pâtisseries ou des choses comme ça, en dehors du fait qu'on te dit sans arrêt que le sucre, c'est mal, c'est ci, c'est là, à force de diaboliser, ben, tu crées l'envie. Tu sais, quand on dit à quelqu'un: «Surtout, ne pense pas à la nourriture» ou «Surtout, ne Ne pense pas regarde à pas l'éléphant. l'éléphant rose». Voilà, ne pense pas à l'éléphant et tout le monde pense à l'éléphant, oui. Mmh. Voilà, et ben, c'est ce qui se passe. Alors que moi, je vois, mon mari qui a fait des examens de santé, c'est hallucinant. C'est-à-dire que sur lui, tout passe. Il a fait un examen là, il y a quelques jours et les filles lui ont demandé: «Mais, vous faites un régime particulier?» Enfin, parce que franchement là, tous vos, heu, tous vos paramètres sont super, vous êtes enfin voilà, rien. Et quand il y a pas de culpabilité, quand il y a pas de notion de bien ou mal, quand il y a juste une notion de se faire plaisir, de manger quand tu as faim et d'arrêter quand tu as plus faim, et ben, ça aide. Le problème, c'est que pour certaines ou certains, quand il y a eu des dérèglements comme ça, tu n'as plus la notion de satiété et de rassasiement, donc c'est compliqué de la retrouver. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de mâcher, de s'écouter et ça, c'est un travail, qui est long, je pense. Enfin, en tout cas, pour Mmh. moi, ça a pas c'est d'ailleurs, je dis pas que j'y suis arrivée encore, hein. Il y a toujours, c'est rien à voir avec avant, bien sûr, mais quand même, ça pourrait déraper. Il faut être toujours vigilant. Je pense que c'est compliqué de guérir, à 100 quand, tu as autant maltraité, ton corps, toi-même, hein. C'est-à-dire que c'est pas le corps le problème. Au final, moi, ça a été plutôt, les pensées, polluantes quoi, de: Mmh. «Tu es nul, tu es pas assez». En fait, c'est le «je suis pas assez» qui Mmh. enferme. Mmh. Mmh. Moi, ce que j'ai appris, c'est, effectivement à reconnecter à ma satiété et reconnecter à ce que j'avais vraiment envie de manger et je me suis rendu compte que, souvent, je mangeais la chose la plus facile, qui était dans le frigo ou alors la chose qui allait peut-être me donner la satisfaction, immédiate. Mais en fait, c'est pas vraiment ce qui allait vraiment me satisfaire. Donc par exemple, je vais dire: «Ah, je vais manger la part de pizza des enfants», enfin, je sais pas, qu'on a une fête et il reste des parts de pizza, je vais réchauffer ça, je vais manger ça. Alors qu'en fait, au final, c'est même pas ça que j'ai le plus envie de manger. Vraiment, quand je me pose la question: «Qu'est-ce que tu as envie de manger?» Ben en Ah fait, je bah, vais je fais peut-être ça avoir aussi. beaucoup plus de plaisir et de satisfaction à choisir autre chose dans mon frigo. Et donc souvent, je me dis, quand je sens un appel vers un aliment et souvent ce sont des aliments gras ou sucrés et ça, c'est parce que c'est normal, on est dans des mécanismes où notre corps appelle ça parce qu'en fait, c'est un peu une loupe infernale où quand on donne du sucre, le corps veut plus de sucre et quand on donne donc à un moment donné, je me dis: «Est-ce que tu as pas un meilleur choix?» Et c'est pas un meilleur choix d'un côté, par rapport à des normes, c'est plus un meilleur choix pour ton corps par rapport à ce que ton corps veut vraiment. Oui, Et je me suis rendu compte qu'en fait, mon corps, quand il a envie de gras, en fait, il est beaucoup plus heureux et comblé avec un avocat, qu'avec une part de pizza. Et donc, c'est vraiment quelque chose à réapprendre. C'est comme si on devait reprogrammer notre cerveau bien et sûr. lui et ne plus laisser, il y a quand même quelque chose d'important, c'est l'addiction au sucre, Oui, et les sucres lents et les sucres rapides. On est quand même dans une société et c'est ça le problème de l'obésité aux États-Unis, bien c'est qu'il y a sûr, du sucre partout, 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 partout et le sucre, c'est vraiment une drogue, hein, c'est vraiment une drogue et bien donc il y a sûr. quelque chose d'intéressant à faire pour se sevrer. Alors, j'ai envie qu'on ramène le sujet un petit peu sur le mouvement, les exercices parce que c'est quand même Oui. plus ton sujet que la nutrition. Donc on a Oui, parlé c'est un ça. peu du on a parlé un peu du sujet du Pilate. J'ai quand même une question par rapport au Pilate parce que moi je pratique le Pilate et j'ai Mmh. envie de te demander quelle est la différence, entre donc, le Pilate sur un réformeur, donc sur la Oui. machine
machine et Oui. le Pilate sur un tapis? Est-ce que ou sans tapis, enfin voilà, au sol. Est-ce que le Pilate sur le réformeur est vraiment mieux? Est-ce qu'on va vraiment plus loin? Quel est les bienfaits de cette machine et quels sont les bienfaits aussi de ne pas faire avec la machine? Alors, tu sais, quand tu te formes en pilates, classique, celui, on va dire de la méthode originelle, donc on parle souvent de la méthode de Romana, donc qui était l'élève un peu chouchou de Joseph Pilate, qui a vraiment essayé d'enseigner au plus proche. Il y a encore, Jay Greens qui se trouve pas très loin, il est vers Los Angeles, mais je sais plus à quel endroit. Donc lui s'est entraîné avec Joseph Pilate, donc c'est un vieux monsieur, mais il est encore en vie. Et en fait, quand tu fais cette formation, tu apprends sur tous les appareils en même temps, ce qu'ils appellent l'équipement. Et donc, tu vas d'un appareil à un autre et il y a, par exemple, des mouvements que tu ne sauras pas faire sur le réformeur, mais que tu pourras faire sur la chair ou sur le tapis. Et donc, il n'y en a pas un mieux que l'autre, c'est juste que avec les ressorts, tu ressens mieux, le travail du centre parce que les ressorts t'offrent une résistance et tu vas travailler avec vraiment en profondeur et souvent et c'est ça qui est bien avec le Pilates, c'est que on privilégie la qualité des mouvements et non pas la quantité des mouvements. On n'est pas dans: «Je vais répéter 45 fois pour gonfler le muscle». On va essayer au contraire de travailler dans la longueur, dans vraiment le minimum d'effort, mais vraiment, c'est beau à voir quand c'est exécuté, tu vois? Alors sur un tapis, finalement, ça serait le travail le plus difficile à faire parce que, quand tu as fait le travail sur les appareils, par exemple un réformeur où tu as les sangles dans les pieds ou dans les mains, tu vas vraiment ressentir grâce au ressort cette résistance. Il faut réussir à ensuite à venir refaire la même chose sur le tapis. Parce que sur le tapis, tu peux tricher et passer complètement à côté. Moi, ma prof, elle est tout le temps en train de nous répéter, si vous ne sentez rien au niveau de vos abdos, au niveau du centre, c'est que ce n'est pas ça. C'est que je vous ai mal expliqué ou alors vous le faites mal. Mais on doit toujours sentir quelque chose. Sinon, on le dit en rigolant, sinon c'est que c'est pas du pilate. Si c'est Mmh. trop facile, c'est que c'est pas du pilate. Mmh. Mais non, en fait, ce qui est super dans cette méthode, c'est on s'ennuie pas. Tu travailles tout le corps. Alors évidemment, tu me vois moi sur les réseaux, je suis tout le temps en train de faire et on le fait toutes, hein, pilates, un peu plus les fesses, un peu plus le ventre, un peu plus les bras parce que c'est un peu marketé, on essaye de montrer tout ce que l'on peut faire. Mais la vérité, c'est que dans un mat, qui soit débutant, intermédiaire ou avancé, tu travailles tout le corps et c'est ça Mmh. qui est génial, c'est que Ça, cette c'est ce que fusion je du corps et de l'esprit, c'est vraiment, et puis au-delà tu vois, au départ, c'était beaucoup de danseurs, hein, qui s'entraînaient avec Joe Pilates et qui étaient là pour, rééduquer un genou, une cheville, un bras, enfin souvent des blessés qui avaient besoin de redanser derrière. Hem, alors tout le monde a peut-être pense qu'il faut être souple pour faire du Pilates parce qu'évidemment quand tu vois des danseurs faire ça, c'est magnifique. En fait non, la souplesse vient aussi avec l'entraînement, mais il faut savoir que la répétition, elle vient avec, la répétition pardon, l'acquisition, l'expérience vient avec la répétition. Donc il faut toujours, il disait, persévérance et patience pour se sentir bien ensuite et voilà, la première condition du bonheur, ben, c'est l'exercice physique et je pense que ça, on est capable de le ressentir. Tu vois bien que quand tu es chez toi malade et que tu peux pas bouger, que tu peux pas te lever et bah, ça passe moins vite quoi, la maladie. Alors mmh. que si tu restes dans le mouvement quand on dit que c'est la vie, ben, je crois que c'est pas que des mots en l'air. Moi, si Mmh. je bouge pas le matin, je peux mordre dans la journée. D'ailleurs, ça m'arrive pas maintenant, je bouge tous les matins. Mais tu C'est vois, ou faire amusant un parce que quand j'ai eu, chavache. mmh quand j'ai eu le covid, donc j'étais enfermée dans ma chambre pendant 2 semaines Oui, et j'ai cherché des vidéos, de yoga en cherchant spécifiquement, quand on est malade quoi, le yoga pour oui, quand on est malade et donc du coup et c'était marrant parce qu'on pourrait très bien dire: «Ah bah non, je suis malade, du coup, je bouge pas quoi» et en fait, moi, j'ai eu l'instinct de dire: «Non, non, justement, il faut que je bouge. Par contre, je peux mais pas c'est ça, bouger, je peux pas suivre un cours normal, ça c'est sûr. Je peux pas démarrer n'importe quelle vidéo, ça va pas bien sûr. marcher pour moi». Mais par contre, et ça effectivement m'a fait, beaucoup de bien Bah et oui, c'est comme si tu réhabitais dans ton corps, que tu reprenais la possession un peu. ouais,
Tout à fait, tout à fait. Alors j'ai plein de choses à dire par rapport à ça. Par rapport à ce que tu as dit déjà, première chose, moi je pratique le Pilate et Oui, quand mes enfants me demandent alors c'était bien et tout, je leur dis bah moi je trouve que le Pilate c'est un des meilleurs usages si je dois bouger pendant 50 minutes ou pendant 1 heure, moi c'est des cours qui durent 50 minutes. Si je trouve que pendant 50 minutes, on va aller bouger toutes les parties de mon corps, on va aller travailler toutes ces parties et donc je trouve que c'est un usage quand on dit qu'on n'a pas le temps, bah si vous n'avez pas le temps, faites du Pilate parce que quelque part c'est un super usage de votre temps parce que ça va vraiment être très, très complet, très, très donc il y a vraiment cette sensation d'avoir fait le tour de sa maison et d'avoir pris soin de sa maison. C'est comme, si on faisait un tour de ménage quoi, ben là, voilà, oui, on a pris le temps et d'avoir f pris soin de sa maison et ça, c'est très agréable. Il y a aussi effectivement, moi je pratique beaucoup sur le réformeur et sur la chaise et effectivement avec les ressorts, il y a cette sensation de sentir son corps en fait. Ça aide beaucoup à avoir une plus grande conscience de toutes ces parties de notre corps parce qu'en fait, la grande majorité d'entre nous, on vit dans notre tête et on bien n'a pas sûr. conscience de tous les mouvements que notre corps est capable de faire et de toute la finesse et de toute la magie, en fait, de ce corps humain, avec toutes ses articulations, avec tous ses muscles. Et donc, quand on travaille sur le réformeur et sur la chaise, on a conscience, on sent chacun de ses muscles bouger. Et ça, je trouve ça très agréable. Et puis, moi, ça m'aide à reconnecter avec le fait que je suis un esprit dans un corps, en fait. Et que ce corps est un cadeau et que ce corps est formidable et que ce corps est puissant et que ce corps est aussi fragile. Et que donc, c'est le cadeau de notre vie. Moi, je crois que c'est cette vie sur cette terre, le cadeau qu'on a, c'est de vivre une vie incarnée. Parce que personnellement, j'ai la croyance que nous sommes des esprits dans un corps et que C'est la donc, mienne aussi. quand on va mourir, bah, on va quitter le corps, mais on va continuer d'exister. Mais par contre, donc ça veut dire que le cadeau de cette vie sur cette terre, c'est le cadeau d'une vie incarnée, c'est le cadeau du corps. D'accord? L'esprit, Exactement. on l'avait déjà. Et donc, du coup, je me dis, mais c'est dingue, combien d'entre nous n'avons pas conscience de ça? Moi, je suis passionnée de ces sujets, c'est pour ça que je reviens souvent sur les sujets du corps, Moi aussi, de j'adore. l'alimentation, du mouvement ou de la sexualité, tout ce qui est lié au corps dans ce podcast. C'est que il y a quelques années, j'ai un jour réalisé que quelques années avant, mais j'ai réalisé le chemin que j'avais parcouru et je me dis, ah mais avant, je vivais à quelques centimètres de mon corps. C'est-à-dire qu'avant, je vivais pas dans mon corps, je vivais dans ma tête et mon corps, c'était un peu ce truc contraignant fallait pas que ça tombe malade parce que ça serait quand même galère, surtout une maladie grave, hein, donc fallait pas avoir une maladie grave. Et puis, il fallait surtout être conforme à ce que je pense que les autres attendent de moi. Il fallait surtout être conforme avec toute cette pression que la société nous donne sur les régimes, sur le ventre plat, les pas de capiton. Et donc, du coup, ce corps, c'était ce truc contraignant qui était jamais conforme. Et donc, du coup, bah, c'était compliqué d'être dans ce corps. Et donc, je m'étais réfugiée dans ma tête à me dire, ce qui compte, ma fille, c'est que tu sois intelligente et que tu fasses des bons choix avec des bonnes études et que tu gravisses les échelons de l'entreprise et que tu fasses ta carrière. Et je vivais pas dans mon corps. Et donc, voilà, moi, je suis aujourd'hui vraiment heureuse d'avoir retrouvé ce que j'appelle ma maison. Je dis souvent en anglais, on parle souvent du home, le home du yoga. Et moi, Oui, je fais l'analogie du home, O-M, en home, H-O-M-E. Euh, c'est très bien. je ne sais pas si ton micro est ouvert. J'ai Si? pas touché. Ah, ça y est, excuse-moi, d'accord, je sais pas, à un moment donné, ça a coupé. Donc, je vais reprendre. Donc oui, en yoga, en anglais, en tout cas dans les cours de yoga, il y a très souvent, pas forcément en anglais d'ailleurs, mais en yoga, il y a très souvent le Om, le fameux Om, le mantra qu'on chante Om. Et moi, je fais souvent l'analogie de ce Om avec le Om H-O-M-E, qui est la maison. Et je me dis, dans ces pratiques, quand on bouge notre corps et quand on alimente notre corps avec des aliments qui vont vraiment le nourrir, et ben en fait, on prend soin de notre maison. Et on peut du coup vivre dans cette maison et on peut avoir une belle vie. On fait souvent attention à aménager notre appartement, à bien le décorer, à avoir des jolies lampes et avoir des beaux coussins sur le canapé. Et ben en fait, quand on bouge notre corps et quand on le nourrit bien, on prend soin de notre maison. Et moi, je trouve qu'on devrait changer la manière dont on vit, vraiment, parce que je trouve ça impensable qu'on puisse ne pas avoir le temps, en fait, de bouger notre corps. Parce qu'en fait, c'est notre maison. On devrait changer nos rythmes de vie pour que ce soit normal et intégré
qu'on passe au moins 1 heure par jour à prendre soin de notre corps. Et quand je dis 1 heure par jour à prendre soin de notre corps, ça ne veut pas forcément dire le pousser, no pain, no gain, comme tu disais, et faire des marathons. Non, ça peut être de faire des mouvements, ça peut être de manger, de préparer de la nourriture qui va Bien être sûr, vraiment bonne pour nous, bien mais sûr. vraiment minimum 1 heure par jour pour prendre soin de notre maison, parce que c'est ça notre cadeau. Notre cadeau, c'est de vivre dans ce corps. C'est le cadeau de cette vie. Et combien d'entre nous ne consacrons pas assez de temps et d'énergie à célébrer ça? C'est ce que j'essaye de faire. Alors, comme je te disais tout à l'heure, à mon niveau, d'essayer de, tu sais, pour changer des comportements face à des gens qui te disent sans arrêt qu'ils n'ont pas le temps et pourtant qui vont se plaindre d'avoir mal au dos ou d'avoir, parce que c'est quand même le mal du siècle, le mal de dos, d'être dans la sédentarité, assis plus de 8 heures par jour derrière un écran. Alors tu leur dis, mais qu'est-ce que tu fais pour en changer? Enfin, tu as mal au dos, d'accord, tu te plains, donc c'est qu'il y a un sujet. Oui, mais je me tiens mal. Non, c'est pas parce que tu te tiens mal que tu as mal au dos. C'est parce que tu ne fais pas assez de mouvements que tu te tiens mal. C'est la conséquence, c'est pas la cause. Et donc, derrière, tu leur dis, OK, pour changer de comportement, il y a des choses très simples. Moi, j'ai lu pas mal de bouquins. Donc, un, c'est un best-seller de James Clear qui s'appelle Atomic Habits. C'est les petites, tu sais, un rien peut tout changer. Il explique dans son livre très justement que si tu appliques des petits mouvements, tu les colles à des habitudes qui sont déjà là. Par exemple, le brossage de dents. Tout le monde se brosse les dents au moins 1 fois par jour, voire 2, le matin et le soir. Mmh. Et puis, il y a le café. Et puis, il y a, je sais pas, il y a plein de petites choses dans la journée, aller faire pipi. Derrière, tu dis, OK, bah, je vais faire, moi, la brosse à dents, je leur dis, montez sur vos pointes de pied et descendez. Faites ça plusieurs fois pour déjà faire circuler le sang. Ça a un effet vraiment pompe dans le bas des jambes. Puis, pendant que tu fais couler ton café à la maison, au lieu de regarder ton téléphone et d'être déjà parti dans ta tête sur la réunion qui arrive, etc., non, profite pour faire quelques squats. Parce que l'objectif, c'est pas d'en faire 25, tu peux en faire 5, mais fais-les tous les jours, les 5. Ce qui compte, c'est l'accumulation. Parce que, encore une fois, c'est pas au bout d'1 semaine, 2 semaines, même un mois, je suis pas sûre qu'un mois tu vois la différence. C'est vraiment sur le long terme. Et quand il prend l'exemple de cet avion, parce que je le reprends à chaque fois, mais je trouve que c'est tellement bien imagé, un avion qui décollerait de Los Angeles, donc qui devrait atterrir à New York. Tu lui fais changer cette direction de quelques degrés. Allez, on va dire 3 degrés, je dis n'importe quoi. Je me souviens plus d'ailleurs dans le livre, mais à la fin, l'avion, au lieu d'atterrir à New York, il atterrit à Washington, si c'est pas à Miami. Tout ça pour dire quoi? Que tu as fait quelques petits changements, que ce soit 5 pompes après avoir fait pipi. Alors si tu es au bureau, bon, bah, tu les fais debout contre un mur, ça on peut les faire, en écartant plus les jambes que voilà, ou alors tu les fais au sol. Mais dis-toi bien que c'est pas 5 pompes qui vont changer ta vie. Par contre, les 5 pompes, tu les fais tous les jours, à chaque fois que tu vas faire pipi, à la fin, c'est pas la même chose. Et alors, l'histoire derrière les pompes ou une planche, c'est qu'il y a une vraie valeur à la fin de confiance en soi. Parce que quand tu la tiens plus longtemps que quand tu as commencé il y a 1 semaine et que tu la tiens encore plus longtemps 6 mois après, tu te sens fort. Et de se Mmh. sentir fort, derrière, tu vas l'incarner. Et ta posture, eh ben, elle va être la poitrine bombée, la tête plus haute. Et ça part de là. Ça part du corps toujours. Donc, les gens qui disent j'ai pas le temps, aïe, il y a quelque chose derrière, il faut aller creuser. Moi, en méditation, on n'arrêtait pas de me dire à l'époque quand je prenais des cours: «Tu as pas le temps pour 10 minutes? Bah, médite 20 minutes». Mmh. Voilà, et ça veut tout dire. C'est ouais, bah, alors si tu as pas le temps, c'est qu'il y a un sujet derrière. Mmh. Mmh. Et je pense que ça vient de tous ces messages qu'on reçoit de, il faut faire, il faut faire beaucoup, il faut faire 45 minutes, il faut brûler des calories, il Oui, faut toutes ces histoires qu'on entend, en fait, nous font croire que quand on fait des petits pas, ça sert à rien. Donc exactement. tout Et à puis, fait. il y a un autre sujet derrière, c'est qu'en déléguant toujours ton pouvoir à l'extérieur, moi, ce que je leur dis aussi, je suis toujours en train de leur dire: «Vous savez quoi? Votre corps, il a raison. Votre corps, il ment pas, mais écoutez-le, apprenez-le, apprenez à vous écouter. Moi, je suis là juste pour vous guider, vous corriger, pour pas vous blesser aussi». C'est important d'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse, maintenant, mais quand on choisit un cours de pilates, il y en a qui me disent: «Oh là là, mais le pilates, j'ai déjà essayé, dis donc, qu'est-ce que je me suis embêtée, on n'a fait que respirer». Faites attention de faire du pilates avec des profs qui se sont formés à la méthode. C'est-à-dire pas juste 3 jours sur un tapis. La vraie formation, c'est celle où tu apprends tout sur tous les appareils. Ça peut prendre, moi ça a pris 2 ans, puis je l'ai recommencé dans une autre, école.
Et il faut toujours se dire, parce que derrière, tu as de l'anatomie, de la pédagogie, il faut apprendre à enseigner. Et puis, tu as de l'observation, regarder tes professeurs, donner des cours à des clients, à des élèves. Il y a tout ça. Ça ne se fait pas en 3 jours. Et donc, quand tu fais des cours comme ça et que tu accompagnes des gens, c'est pour leur transformer un corps, pour leur transformer un esprit. Et tu peux pas dire j'ai pas le temps. Parce que si tu as pas 10 minutes dans ta journée, mais excuse-moi l'expression, mais c'est quoi cette vie de merde si tu as pas 10 minutes pour toi? Exactement, c'est ce que je dis. On devrait avoir 1 heure pour prendre soin de notre temple et de notre maison Mais dans oui, la vie qu'on a. parce que ton corps, c'est le seul endroit où tu vas habiter toute ta vie en fait. Et si tu Mmh. prends pas conscience de ça, que c'est ton corps, c'est ta maison comme tu dis. Alors on dit le temple, et puis de toute façon, on est tout le temps en train de dissocier le corps et la tête, mais en fait tout ça c'est un. Et quand tu piges ça, quand tu comprends enfin que tu es incarné dans ta chair et tout, bah, honore-le ce corps, dis-lui merci. Mmh. Et ça, c'est une vraie évolution chez moi. Avant, je lui disais pas merci. Avant, au contraire, je lui disais: «Mais t'es nul, tu sais même pas perdre du poids», voilà, c'est compliqué, hein, de Mmh. revenir à un truc plus doux, plus sympa, mais on n'a jamais dit que c'était facile, en fait. Mmh. Mmh. Alors donc tu pratiques le Pilate, mais tu pratiques aussi le yoga Kundalini et le yoga Nidra. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce Mmh. que c'est? Alors, c'est les opposés, déjà. Le Kundalini Yoga, je l'ai commencé à un moment où, j'avais lu, c'était le livre de Lily Barbery à l'époque sur la réconciliation avec le corps, Alors et je croyais. j'ai reçu Lily Barbery au micro de ce podcast, je mettrai l'épisode dans les notes. Voilà, et donc je j'ai testé parce que j'avais envie de tester, de découvrir, et puis, ça avait le vent en poupe, ensuite je me suis plus, tournée vers, d'autres professeurs, mais j'ai, aimé mon expérience. J'ai appris énormément sur, ce yoga on appelle souvent l'éveil de la conscience, donc à travers, des respirations, une sadhana très tôt le matin qui dure entre 1 heure et 1 heure et demie, où tu enchaînes des sets de postures comme ça, suivi d'une méditation. Donc c'est assez, contraignant pour le coup, parce que pendant cette formation, j'ai vu, un peu l'arrière du truc, et je me suis rendu compte que c'était pas forcément pour moi. Non pas que ce soit pas la je pense que c'est comme tout, hein, il y a des choses qui sont plus adaptées, que d'autres. En tout cas, moi, c'était devenu trop d'injonctions, alors qu'on était quand même dans le bien-être. C'est-à-dire que pendant cette formation, il fallait enchaîner les sadhanas qui duraient 40 jours, parce qu'on nous disait que 40 jours, c'était le minimum de temps pour transformer un mental. Et ces méditations, ces sadhanas, il y en avait 7 d'affilée. Donc tu calcules 7 fois 40 jours, et il fallait se lever vers 4h45 et commencer à 5h. Et le truc, c'est que quand tu es prof comme moi et qu'après je prends mon vélo, je pars toute la journée, et que le soir, j'avais quand même aussi une vie sociale, parce que quand tu te lèves à 4h45, si tu fais comme les Indiens, et on n'est pas des Indiens, eux, ils se couchent avec le soleil. Mais moi, je Mmh. me couchais pas avec l'heure du soleil, tu vois? Je me couchais pas à 4h30, 5h en plein hiver. Donc je suis arrivée à un épuisement total. Je suis arrivée à un moment où je me suis retrouvée un peu comme, on pourrait dire le burn-out, du yogi, j'en sais rien, enfin, je cherche un nom, mais en tout cas, j'étais épuisée. Mais je voulais absolument continuer parce que je me disais: «Attends, tu as payé la formation, il faut que tu ailles jusqu'au bout et tout». Puis finalement, j'ai arrêté la formation en cours de route. Alors peut-être que je ne l'ai pas faite au bon endroit. Il y a peut-être de ça, tu vois? Je vais pas cracher sur la discipline parce que je pense qu'elle m'allait pas. Mais en tout cas, ça m'a appris plein de choses, et je m'en suis servie aussi pour garder des techniques de respiration. J'ai gardé des mantras, j'ai gardé beaucoup de mantras chantés. Enfin, il y a plein de choses que j'ai gardées. Mais voilà, Alors c'est marrant parce que moi je me suis pas formée au yoga Kundalini et mmh, j'ai même jamais été à un cours, officiel parce qu'en fait, j'ai découvert le yoga Kundalini au tout début de la pandémie oui, et j'ai découvert grâce, à des vidéos sur internet, enfin j'en avais entendu parler, hein, et j'avais l'intention, d'aller au Satnam Fair à Malibu, qui devait avoir lieu au printemps 2020, mais ça a été annulé à cause de la pandémie. Et donc, j'avais l'intention d'aller découvrir cette pratique et comme ça a été annulé, j'ai décidé de découvrir sur internet et j'ai donc fait quelques petites pratiques, mais je me suis pas levée à 4h45. J'ai juste fait, voilà. des petits cours, en suivant les instructions pendant, 30 minutes, 40 minutes, sur internet et j'ai découvert que ça m'avait énormément apporté.
à, ce que j'explique souvent, c'est rester ancré et garder le cœur ouvert. Et donc j'ai découvert des mouvements, des enchaînements de mouvements et en effet, cet enchaînement de certains mouvements qui sont finalement souvent des mouvements, j'allais dire assez simples et en même temps pas si simples que ça parce que quand on les C'est ça, fait, pendant trois c'est quatre ça. minutes, à un moment donné, ça commence à chauffer À quand même. pied. Mais c'est des mouvements qu'on peut souvent faire assis sur une chaise ou assis au sol. C'est différent des autres formes de yoga où on a la tête en bas. Là, dans le yoga Kundalini, on a très rarement la tête en bas. Ça peut arriver, mais c'est très rarement, en tout cas beaucoup plus rare que dans les autres pratiques de yoga. Cette combinaison de mouvements, de respiration et de son, en fait, pour moi, a été, très, très riche et vraiment délicieuse et m'a notamment beaucoup aidée à développer ma capacité à calmer mon mental et à méditer. J'ai découvert que c'était beaucoup plus délicieux et satisfaisant et enrichissant pour moi de méditer après avoir fait des exercices de Kundalini plutôt que de juste chercher à, je viens de finir ma journée de boulot, je m'assois sur un tapis, je vais chercher à Ah ouais, méditer. non, Bah, ça, c'est sûr. c'était Pareil, impossible, absolument pareil. impossible, voilà. Donc moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le yoga Kundalini, c'est qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'un peu la purification, de nettoyage, on va enlever toutes ces pensées polluantes, en fait. On y Et on arrive va très bien vraiment avec tout placer ça, hein. l'attention sur la respiration et sur le mouvement. Et donc, tous ces mouvements et toutes ces respirations, plus le son avec les chants, faisaient qu'après, je pouvais accéder à un état de paix, en fait, et de sérénité qui, moi, je pense, a sauvé ma santé mentale pendant la pandémie. Pendant la pandémie, bien sûr. Tu sais, ce que j'ai adoré aussi, c'était de chanter. Mhm. Chanter avec l'énergie d'un groupe, et cetera. Moi, j'ai adoré avant cette formation, où la formation, j'ai trouvé que c'était trop d'injonctions, c'était trop, trop, trop. Je pense que se lever, par exemple, à 5 heures, c'était une mauvaise idée pour moi. Alors que, comme tu dis, le pratiquer sans attente, mais ça, c'est moi aussi, ça vient me chercher, tu sais, ce besoin d'être tout le temps formé, formé. J'aurais continué une pratique comme je faisais à l'époque avec Lily, où c'était OK. Non, il a fallu se former pour être encore oh là là! Et là, j'ai commencé à me dire: «Bon alors, détends-toi, tout va bien se passer, tu es une bonne prof, tu as pas besoin de te former à toutes les techniques de la terre». Mm. Mais effectivement, ce que tu dis autour de, heu, l'enchaînement de ces postures et arriver finalement au moment où tu médites, puisque la méditation, le yoga, c'est quoi? C'est préparer aussi la méditation à la fin du cours pour avoir les hanches suffisamment aussi souples, déliées et pouvoir s'installer dans la posture assise en lotus ou pas. Mais en tout cas, il faut pouvoir la tenir. Donc, c'est vrai que la méditation d'ailleurs, tu y arrives beaucoup mieux. Enfin, sans Mhm. dire qu'on n'y arrive pas non plus, mais, tu Et beaucoup plus, le yoga nidra, c'est quoi le yoga nidra? alors, le yoga nidra, c'est plutôt le yoga on l'appelle, à tort, mais le yoga du sommeil. En fait, on t'apprend à rentrer dans tu es en position allongée, pas du tout assise. Il y a aucune posture. Alors pour celles qui, chercheraient, à se dépenser, c'est pas là. En revanche, il y a plusieurs courants dans ce yoga. Je ne veux pas rentrer dans les différents courants parce que c'est l'objet d'une formation et voilà, mais on est en position donc allongée, on ferme les yeux et quelqu'un nous guide pendant, une vingtaine de minutes, voire plus. Moi, c'est ça que j'ai appris. Hem, à vraiment il y a des techniques de rotation de conscience, par exemple, où, on va faire comme un scan corporel et avec parfois, il y en a moi, mon professeur, c'est Philippe, Bergabel qui m'a appris avec donc, un peu lui, c'est chanter, il utilise des instruments et en fait, tu pars dans un état un peu modifié de conscience et ça va chercher dans l'inconscient. Tu Pendant la formation, par exemple, on a, pendant 7 jours d'affilée, fait, des nidras, toute la journée. Je peux dire que ça brasse. Tu sors pas de la même façon à la fin d'une semaine que tu es arrivé au tout début là. Tu as énormément, remué de choses. D'ailleurs, il y avait beaucoup de psys, de sophrologues qui étaient là pour se former. Il y a pas forcément il faut faire attention, il y a ça va pas à tout le monde parce que si tu es, schizophrène, c'est comme la méditation, hein, il y a des gens pour qui ça ne va pas. C'est très anxiogène d'aller à l'intérieur, de chercher, il y a des choses que tu as pas envie forcément de déterrer. Si tu es pas accompagné et que tu as un problème dans ta tête, faut faire attention. En tout cas, Mhm. pour les gens qui peuvent être stressés, qui ont besoin de redescendre et souvent tu le fais avec du yin yoga,
c'est souvent lié, le yin et le nidra, là où le kundalini serait plutôt yang, si on parle dans les énergies opposées. C'est pour ça que je te disais au début, ça, c'est pas tout à fait la même chose. Mais pour des personnes anxieuses, moi, le nidra me permet d'atterrir, de replonger dans mon corps et de me poser. Et là, tu as une richesse infinie derrière, plein de choses qui arrivent. Tu sais, un peu comme la boule de neige que tu vas secouer comme ça, et à un moment donné, ça va s'arrêter, et puis il y a tout qui va redescendre, une Hmm. espèce de clarté qui arrive, et c'est ouais, c'est très puissant. Et c'est pas Hmm. très vendeur, parce que qui a envie d'aller dans un cours pour dormir, tu vois? Alors qu'en fait, tu dors pas. Tu pars, tu es là, mais tu pas là. Et Ça, c'est alors, parce c'est que pour ça, ça que ça se fait beaucoup dans des c'est retraites, parce tu vois? il faut transformer la relation qu'on a Oui, avec le sport et avec cette idée qu'il faut c'est que ça. performer, no pain, no gain, alors qu'en fait, il y a énormément de gain Oui, dans le c'est une yoga nidra. régénération. Voilà, il y a énormément de gain et il n'y a pas de pain, mais c'est différent, mais ça Oui, dépend ce qu'on vient chercher. oui. Super. Et j'ai vu aussi que tu faisais de la gaga dance. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est que la gaga dance? Eh ben, c'est drôle parce que c'est comme ça des petits événements dans la vie. On m'en a parlé, en 2016 ou en 2017, une élève que j'avais qui me disait: «Mais moi, je fais ça dans le Marais à Paris, c'est génial, c'est israélien, c'est, Ohar Naradine», enfin, je sais plus, j'arrive jamais à le dire son nom, mais on peut chercher, hein, qu'il a créé pour son équipe, pour sa troupe à Tel Aviv de la Batsheva. Il leur a appris à, comment dire? À bouger. En fait, quand il enseigne, il superpose comme ça des couches. Au départ, on est dans le corps, comme ça, installé, et on parle de la notion de température, le poids de l'air sur ta peau et comment tu bouges. Et au départ, tu vas bouger, c'est énormément d'imagerie mentale. Tu vas bouger que le bras, puis après, au fur et à mesure, tu commences à bouger un peu tout le corps et tu sens vraiment que tu habites tout ton corps, et il y a plus du tout aucune notion de regard de l'autre. D'ailleurs, on est habillés tous comme on veut, on s'en fout. Tu regardes plus personne, il y a de la joie, et il y a cette musique aussi, tu peux mettre plein de musique, et ça danse dans tous les sens, mais sans aucune contrainte. En fait, c'est un peu une danse où tu te libères. C'est, c'est très, moi, pour moi, c'est très thérapeutique aussi, parce que je sors de là, mais alors j'ai une patate, je pourrais aller sur Mars ou je sais pas où, mais c'est génial, c'est feu d'artifice dans le corps, quoi. Et donc, du coup, maintenant, je commence à l'intégrer dans mes cours. C'est pour ça que je faisais du Pilates shake à un moment aussi, où le shake, ça participe à bouger, un peu comme si tu étais dans un truc un peu de transe, tu vois. Et ça aussi, faut pas s'arrêter qu'au Pilates. En fait, on est en train de coller des étiquettes à tout ça, mais c'est toujours revenir au corps, en fait. C'est Mm. revenir à l'essence même de ce qui te met en vie. Et moi, ce que j'ai Mm. envie de faire, c'est donner envie aussi. Tu es à la fois en vie, toi, et tu te sens vivante, c'est génial, parce qu'il y en a plein qui ne se sentent pas vivants, comme tu disais tout à l'heure, on est dans la tête. Mhm. Et ça, la danse, le pilates, le yoga, appelle-le comme, enfin, tous ces mouvements, c'est heureusement qu'il y a ça, sinon on serait tous fous. Mm. En tout cas, moi Mm. j'adore. Voilà, je me régale. Alors je sais pas, je l'ai peut-être pas bien traduit, mais Gaga Dance, c'est ouais, Gaga, c'est cette folie aussi. On se croise, on parfois il faut faire, on est au sol aussi, on se secoue. Alors les images, c'est être comme des spaghettis dans de l'eau bouillante, ça part dans tous les sens. J'adore les images. D'ailleurs, je m'en resserre aussi. Mm. Formidable, formidable. Bon, écoute, Ludivine, on arrive à la fin de cet épisode. Où est-ce que les auditrices peuvent te retrouver et te suivre et profiter de ta belle énergie? Alors, on peut me retrouver, je suis beaucoup sur, Instagram et sur mon site internet. C'est Ludi Pilate, mon nom de scène, j'ai envie de te dire. Avec un S, on a bien compris que Pilates, c'était avec un S. Et puis, je donne des cours, tu sais, sur Zoom que j'ai gardé depuis le confinement, le matin, de 7 heures à 7h40, pas plus. Après, pas tout le monde peut venir, mais parce que c'est trop tôt ou peu importe, mais je les fais en replay, et surtout, j'organise beaucoup de retraites que j'appelle escapades, le temps de 2-3 jours, le week-end. Donc j'en fais une par mois, et c'est entre femmes, où on fait, du pilates, on chante, on danse, on rit, voilà, on est en joie. Enfin, en tout cas, j'espère. C'est ce que j'essaye de faire, quoi. Formidable. Merci beaucoup, Ludivine. À Merci bientôt. Christine. À bientôt, merci beaucoup. Si vous aimez les thèmes de la santé et du bien-être corporel, je vous invite à écouter les 3 épisodes suivants. Épisode 11, intitulé Danser sa vie, conversation avec Régine Petit. Épisode 41,
intitulé Le Yoga Kundalini, une pratique de réconciliation avec Lily Barbery. Et enfin l'épisode 85, intitulé Je réussis ma détox sucre avec Bérangère Philippon. À bientôt! Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christinelevicky.com/inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.